titre, nous avons Dominique Davaudet à ma droite, avocat fiduciaire à Paris. Nous avons Marielle Andréani, avocate fiduciaire à Paris également. Nous avons Sylvestre Tando de Marsac, avocat à Paris et président d'honneur de l'AFIDU, Association des avocats fiduciaires. Et nous avons le professeur à Paris 12, monsieur Augustin Hénès, qui animera également. Je vais immédiatement passer la parole à monsieur Dominique Davaudet pour vous présenter le thème de la conférence. Vous allez mieux m'entendre si le micro est branché. Oui, on a ce thème aujourd'hui sur la fiducie, sur les titres sociaux, et c'est vrai que la fiducie s'invite de plus en plus fréquemment dans nos activités économiques, certainement parce qu'elle propose des solutions qui sont très fiables par rapport à d'autres solutions. Alors, je rappelle que la fiducie, c'est une opération par laquelle une personne, qu'on appelle le constituant, transfère à un fiduciaire la propriété de biens dans un but déterminé. Ce but, ça peut être titre de gestion, ça peut être titre de garantie, peu importe. Et les biens qui vont être logés dans un patrimoine fiduciaire, un patrimoine d'affectation, euh, peuvent être de toute nature, hein. Ça peut être un immeuble, ça peut être une somme d'argent, ça peut être des œuvres d'art, et ça peut être des titres sociaux, objet de notre conférence. Alors, quand il s'agit effectivement de titres sociaux, le transfert en fiducie présente quand même quelques spécificités, notamment certainement parce que les titres confèrent du droit sur une personne juridique qui n'est pas forcément partie au contrat de fiducie, c'est la société qui a émis les titres. Donc, on a ces spécificités qu'on va essayer de développer dans cette première partie. Et peut-être que la première particularité qu'on va avoir, c'est celle liée aux conditions du transfert de ces titres-là, puisqu'il va s'agir de rendre efficace le transfert de propriété. Alors, dans un premier temps, il conviendra certainement de vérifier l'existence de droits qui pourraient entraver le libre transfert des titres sociaux. Il peut s'agir, on l'aura tous compris, d'un agrément statutaire, par exemple. Il peut s'agir aussi éventuellement d'un droit de préemption que la loi aura prévu, ou encore d'un droit de préférence de nature conventionnelle. Et dans tous ces cas, on devra analyser, pour rendre efficace ce transfert, quel est le texte qui régit le droit en question, bien identifier la nature de l'opération, de savoir si le transfert en fiducie est concerné par ce transfert-là et par cette procédure-là, pardon, et de déterminer s'il s'applique au moment de la conclusion de la fiducie, pendant le courant de sa mise en jeu ou à la fin de la fiducie. Alors, c'est souvent certainement une question de sémantique et on va prendre deux exemples. Le premier, il est tiré de l'article 1861 du Code civil qui nous indique que la cession de parts sociales de société civile est soumise à l'agrément de tous les associés. Et on voit bien que le terme qui est utilisé par la loi, c'est le terme de cession qui vise assurément le transfert de titres à un fiduciaire. Et donc, il conviendra, dans ce cas-là, d'obtenir une décision favorable des associés de la société civile, autorisant le transfert des titres d'une part et agréant le fiduciaire en qualité de nouvel associé. Donc, on voit bien que là, ce transfert ne sera autorisé que si on a bien cet agrément. Je vais prendre un autre exemple qui est celui tiré de l'article L213-1 du Code de l'urbanisme, qui lui dispose que sont soumis au droit de préemption urbain la cession de la majorité des parts de sociétés civiles immobilières lorsque le patrimoine de cette société est constitué par un immeuble dont la cession est lui-même soumise au droit de préemption. Donc, on retrouve dans cet article L213-1 la notion de cession. Et on pourrait renvoyer à la même situation que celle qui a été évoquée pour l'agrément. Toutefois, seule une cession réalisée à titre onéreux entre dans le champ d'application de l'article relatif au droit de préemption. Et sans rentrer sur le détail de savoir quelle est la nature de la cession en matière de transfert en fiducie, le transfert d'un bien en fiducie n'est pas une cession à titre onéreux. Donc, on en tire comme conséquence qu'il n'est pas nécessaire de purger le droit de préemption urbain lors de l'entrée du bien en fiducie. Il n'est pas non plus nécessaire de le purger en cas de restitution des titres sociaux à la fin de la fiducie. En revanche, le transfert des titres par le fiduciaire en cours ou à la fin de la fiducie à une personne autre que le constituant est soumis au droit de préemption urbain de l'article L213-1 du Code de l'urbanisme. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des droits qui sont donnés effectivement pour restreindre le transfert ou qui obligent à soumettre à une procédure de préemption d'agrément, il faudra s'interroger si ça rentre ou non dans ce cadre. Alors, une fois qu'on aura fait cette première vérification, et toujours pour rendre efficace le transfert, eh bien, il faudra regarder si on a bien respecté le formalisme en matière d'opposabilité du transfert des titres sociaux, à la fois à la société et à la fois au titre. Alors, si on traite encore une fois du cas des parts sociales, alors cette fois-ci d'une société à responsabilité limitée, eh bien, le transfert en fiducie ne sera opposable à la société que par sa signification par voie d'huissier ou par le dépôt d'un original de l'acte au siège social, et ne sera opposable au tiers qu'après accomplissement de ces formalités et publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. Vous voyez,
d'un côté, il y a la limitation des droits, mais il y a aussi l'opposabilité, que cette opposabilité suppose que soit bien remplie l'intégralité des formalités imposées par la. Alors, deuxième particularité, en fait, de la fiducie sur les titres sociaux, ce sont les pouvoirs du fiduciaire. On voit bien qu'on l'a vu tout à l'heure, le constituant transfère la propriété des titres. Donc, le fiduciaire devient associé, en fait, qui détienne lui-même les titres. Et c'est lui qui va exercer tous les droits d'associé. C'est-à-dire qu'il va exercer les droits politiques, il va exercer les droits financiers. J'insiste sur le fait d'ailleurs que les droits politiques et les droits financiers, c'est pas seulement le droit de vote et le droit au dividende, c'est beaucoup plus large. Et comme le fiduciaire va exercer ces droits-là, le constituant, normalement, n'exerce plus ses droits au sein de la société. Il est complètement détaché de la société. Alors, il est bien évident qu'il n'est pas désintéressé, le constituant, de ce qui va se passer au sein de la société et comment va pouvoir réagir le fiduciaire. Et ça, on va le retrouver dans le contrat de fiducie, puisque l'article 2018 du Code civil qui parle de fiducie nous indique bien que le contrat de fiducie détermine l'étendue des pouvoirs d'administration et de disposition du fiduciaire. Et donc, les parties vont devoir dire effectivement quels sont ces pouvoirs d'administration et de fiduciaire et de disposition que va avoir le fiduciaire. Et là, on dispose d'une très, très grande liberté contractuelle. Alors, on va voir d'abord les droits financiers. Hein, et là, si on s'attache d'abord aux droits financiers, mais en fait, le contrat de fiducie va nous indiquer comment le fiduciaire va se comporter en face de droits financiers qui sont, en premier lieu, les dividendes qu'il va recevoir. Et lorsqu'il aura reçu les dividendes, il faudra qu'il sache ce qu'il en fait. Le contrat de fiducie va nous indiquer, et la plupart du temps, c'est que dès qu'il le reçoit, on va euh, restituer ces dividendes directement au constituant. En fait, le fiduciaire ne joue que le rôle de boîte aux lettres. C'est à peu près ce qu'on voit dans une grande majorité des cas. Il peut y avoir aussi une autre tendance qui est que le fiduciaire va conserver les dividendes reçus de la société, ne va pas les attribuer au constituant, mais va les mettre dans le patrimoine fiduciaire afin d'accroître la garantie des bénéficiaires si le contrat fiduciaire a été fait à titre de sûreté. On pourrait même prévoir, hein, d'ailleurs, de la liberté contractuelle, que les dividendes qui sont reçus par le fiduciaire viennent rembourser l'emprunt auquel est tenu le constituant. Vous voyez, très très grande liberté. Alors, si on prend d'autres droits financiers, je vais m'attacher juste quelques instants sur le droit préférentiel de souscription. En général, les contrats de fiducie voient bien le sort du dividende, parlent moins des autres droits financiers. Mais le droit préférentiel de souscription, c'est intéressant quand même que le contrat de fiducie nous dise quelle est l'attitude du fiduciaire au moment où il y a une augmentation de capital au sein de la société, pour savoir comment il va exercer ce droit préférentiel. Est-ce qu'il va souscrire aux actions grâce à ce droit préférentiel? À ce moment-là, il faut qu'on ait prévu à lui donner les moyens de financer cette souscription complémentaire. Est-ce qu'il a le droit de céder le droit préférentiel de souscription? Tout ça doit être prévu dans le contrat de fiducie avec la plus grande liberté. Alors, deuxième exercice des droits, après les droits financiers, il y a les droits politiques. Et je vous disais, il y a bien évidemment le droit de vote, il n'y a pas que le vote. Il y a une très grande liberté là-dessus, et le contrat va organiser en fait très souvent la collaboration qui peut exister entre le constituant et le fiduciaire sur ce droit de vote. Et on va avoir en général le constituant qui lui va décider le sens de vote et le fiduciaire qui va exprimer ce droit de vote en assemblée. C'est à peu près ce qu'on voit de la plupart du temps. Il faut quand même se dire que dans certaines fiducies, on a deux éléments différents. On peut avoir des fiducies où le constituant n'a pas le droit du tout d'indiquer quel est le sens du vote qu'il souhaite. Bon, là, en particulier, lorsque on a des actions cotées et qu'on veut enlever ces actions-là du contrôle de l'associé, là, ce sera le fiduciaire qui votera comme il entend. Et puis, on peut aussi prévoir dans le contrat de fiducie que la consigne de vote ne soit plus donnée par le constituant, mais par le bénéficiaire. Si on est sous une fiducie sûreté, le bénéficiaire peut avoir intérêt, dans certains cas, à donner des consignes au fiduciaire pour savoir quel est le sens du vote toutefois. Alors, j'ajoute quand même qu'en matière de droit de vote, hein, même s'il y a des consignes de vote au sein du contrat de fiducie, je reste persuadé que le fiduciaire doit faire attention à ne pas voter des décisions qui seraient contraires à l'intérêt social. J'en irai à mon avis de sa responsabilité, ou qui seraient contraires à la finalité de la fiducie. Et je pense que le fiduciaire a tout intérêt à étudier avec attention toute proposition de distribution massive de droits sociaux, de distribution de dividendes, pardon, quelle que soit la consigne de vote qui a été donnée par le constituant. Alors, de toute façon, même s'il ne s'abstient pas au moment de l'intérêt social, il faut savoir que, ce que je vous disais tout à l'heure, en matière de droit politique, il n'y a pas que le droit de vote, on a aussi le droit d'intervention
dans la vie sociale, et il reste quand même au fiduciaire une capacité d'intervention, notamment parce qu'il a un droit d'information, droit de poser par écrit des questions. Il peut demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour, ou d'un point à l'ordre du jour, et puis surtout, il a le droit de participer aux délibérations sociales, et donc de critiquer la gestion sociale à ce moment. Donc c'est là que peut-être pourrait se faire ce transfert de consignes entre ce qu'a décidé le constituant et ce que pourra faire le fiduciaire, notamment en matière d'intérêt social. Troisième particularité en matière de fiducie sur des titres sociaux, c'est le rôle, en fait, ou le lien qui existera toujours avec le constituant. Je vais vous citer trois exemples qui fait voir que le constituant qui, en fait, a transféré ses droits sociaux, donc il n'est plus associé, il n'est plus que créancier du fiduciaire au titre d'une créance de restitution, a quand même des responsabilités, des droits, des obligations qui perdurent malgré ce transfert de droits sociaux. Le premier, par exemple, il est tiré de l'article L233-10 du Code de commerce, qui va présumer l'existence d'une action de concert entre le constituant et le fiduciaire. Et donc, les obligations qui pèsent en la matière vont être des obligations qui pèsent de manière solidaire entre eux. Ça veut dire que malgré le transfert de ces titres, le constituant continue à être exposé aux sanctions civiles, pénales, réglementaires, en cas d'une observation des obligations liées à l'action de concert. L'exemple, c'est les déclarations en matière de franchissement de seuil, par exemple. Donc là, vous voyez la contrainte et l'obligation que peut avoir effectivement le constituant. Un autre exemple, alors là, qui est un peu plus favorable pour un constituant, il est tiré de la loi fiscale. Vous savez tous que pour bénéficier du régime d'intégration fiscale, la mère intégrante doit détenir directement ou indirectement 95% du capital de la filiale qu'elle entend intégrer. Si la mère transfère les titres qu'elle détient, et en fait, elle n'est plus associée, elle ne remplit plus la condition pour pouvoir rester dans le cadre d'une intégration fiscale. Pourtant, la loi fiscale a été modifiée et aujourd'hui, la loi fiscale reconnaît que malgré le transfert des titres par un constituant, le résultat d'ensemble d'intégration fiscale reste calculé, je cite, comme si les titres étaient détenus par le constituant. En fait, il y a une fictivité qui fait que la loi fiscale admet que le constituant qui a transféré les titres reste effectivement comme s'il était propriétaire de ces titres-là, et donc le lien de 95% n'est pas rompu. Alors, le texte, il met quand même des conditions, et il est intéressant de relever par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le droit de vote, c'est qu'il faut que le constituant conserve la maîtrise du droit de vote. La rédaction du contrat de fiducie devra tenir compte de ces éléments-là si, effectivement, on veut bénéficier encore de l'intégration fiscale. Et puis, dernier point, peut-être sur la particularité du lien qui va perdurer pour le constituant, c'est celui de la situation du constituant qui aura transféré des parts sociales de sociétés dont la responsabilité des associés est limitée. C'est une question qui va être très importante puisque le fiduciaire, on l'a vu tout à l'heure, devient associé. Si le transfert a été rendu opposable conformément au formalisme qui était prévu par la loi, c'est lui que les tiers vont connaître. Et si on prend l'article 1857 du Code civil, on nous dit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur proportion dans le capital social. Et l'article suivant, 1858, dit que les créanciers de la société civile vont pouvoir poursuivre chaque associé au cas de préalable et vaine poursuite diligentée contre la société au titre des dettes sociales. Mais en fait, la question qui va se poser, c'est qui, du constituant ou du fiduciaire, va être tenu des dettes sociales. Ça, c'est une question très importante aussi pour le fiduciaire. Jusqu'où il passe sa responsabilité. Alors, en fait, je vous le disais tout à l'heure, la fiducie, elle emporte création d'un patrimoine d'affectation, où sont logés les titres sociaux. Et en présence d'un patrimoine d'affectation, le principe est que l'actif affecté répond seul du passif qui le bat. Donc c'est bien, patrimoine d'affectation sont les parts sociales qui vont répondre du passif qui grève ce passif. Alors ça, c'est si on a une dette sociale qui est inférieure ou égale au montant des parts sociales, de la valeur des parts sociales. Quid après épuisement du patrimoine fiduciaire? Est-ce que le créancier va se retourner contre le constituant ou le fiduciaire? En fait, on a un article du Code civil en matière de fiducie, qui est l'article 2025, qui nous indique qu'en cas d'insuffisance de l'actif fiduciaire, le créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur le patrimoine du constituant. C'est bien le constituant qui, au bout du compte, va être tenu de la responsabilité indéfinie.
et qui continue à être responsable sur les titres sociaux qu'il a pourtant transférés. Donc, le fiduciaire, et ça nous arrange en tant que fiduciaire, ne peut pas être poursuivi sur ses biens personnels. Il ne répond du passif fiduciaire qu'à hauteur de l'actif fiduciaire, et c'est le conséquent sinon qui va être recherché. Donc, voilà, procès dans les 10 minutes qui m'étaient accordées, les spécificités des transferts de titres sociaux dans un patrimoine fiduciaire. Alors, vous en remercie, Monsieur Davaudet. Alors, peut-être pour illustrer un peu les particularités que vous venez de nous présenter, Madame Andréani, on vous laisse aborder les différentes utilisations de la fiducie sur titres sociaux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, donc la fiducie est désormais une belle jeune fille dans la fleur de l'âge, elle aura bientôt 20 ans, et elle a progressivement gagné sa place, notamment en droit des affaires, où les droits sociaux sont naturellement devenus un support essentiel à l'ingénierie fiduciaire qui a pu se développer toutes ces années et qui va permettre d'organiser et de résoudre des situations qui sont peut-être plus difficiles à appréhender avec des instruments classiques du droit civil ou du droit des sociétés. Alors, évoquer les différentes utilisations de la fiducie sur droits sociaux, moins que de tendre et prétendre à l'exhaustivité du propos, me paraît plutôt l'occasion peut-être de vous donner un aperçu de la richesse de cet outil et de vous ouvrir un champ des possibles dans le cadre de votre pratique juridique. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant qu'on distingue traditionnellement deux typologies, enfin dans la pratique, non pas au plan réglementaire, mais dans la pratique deux typologies de fiducie, que sont la fiducie gestion d'un côté et la fiducie sûreté de l'autre, en l'état actuel du droit en tout cas. Et je vous propose de rester assez classique dans cette présentation et de décliner donc notre sujet sous cette dichotomie avec des utilisations en matière de fiducie gestion, puis en matière de fiducie sûreté. Alors, commençons par la fiducie gestion, qui va donc consister, vous l'aurez compris, à transférer temporairement des titres à un fiduciaire pour organiser leur détention et l'exercice des droits qui y sont attachés. Et elle va notamment pouvoir répondre à des problématiques de gouvernance et de stabilisation de l'actionnariat, d'une part, et plus largement d'organisation patrimoniale. Alors, en ce qui concerne la fiducie et l'organisation de la gouvernance, organisation au sens large, on peut citer l'utilisation de la fiducie dans l'exécution des pactes d'associés, puisque la fiducie va permettre d'objectiver l'exécution des pactes par la remise des titres des droits sociaux concernés au tiers de confiance qu'est le fiduciaire, qui va permettre d'assurer donc le respect des clauses du pacte d'associés, telles que les clauses liées au droit de vote, les clauses de sortie, les clauses de préemption d'inaliénabilité, sans dépendre du bon vouloir du débiteur de ses obligations et en déjudiciarisant, je dirais, le sujet, puisque ça nous permet d'éviter une procédure d'exécution forcée dont on connaît tous les écueils et les limites. À côté de cette utilisation pour les pactes d'associés, j'ai essayé de regrouper aussi une autre forme d'utilisation sous un vocable un petit peu générique que j'appelle la fiducie pacification. Pacification comme quelqu'un qui va être une fiducie qui va regrouper un peu tous les cas dans lesquels on va pouvoir, au travers de la fiducie, gérer les conflits entre divers protagonistes, que dans un contexte privé, familial, ou dans un contexte plus corporate. Alors, la fiducie pacification familiale, au sens large du terme, vous l'aurez compris, va permettre de solutionner divers conflits latents ou avérés entre membres d'une même cellule familiale au sens large, qu'on soit dans des situations indivision successorale, ou bien des situations de divorce pour gérer notamment la période transitoire pendant laquelle on va
on va organiser les conséquences financières donc d'un divorce. En ce qui concerne la fiducie pacification, que j'appelle actionnariale, celle-ci va se révéler utile donc, dans des configurations, par exemple, où on va vouloir pacifier les rapports entre deux groupes d'associés qui ont des pouvoirs équivalents, alors qu'un blocage donc se fait jour et qui va paralyser le fonctionnement de la société ou la gouvernance. Et donc, le transfert du patrimoine à un tiers fiduciaire va permettre de neutraliser et d'organiser le pouvoir le temps de trouver une solution de sortie ou de restructuration. Je pense notamment à un cas que nous avons eu à traiter en tant qu'avocat fiduciaire, où on était précisément dans cette situation, avec une société de type SAS, qui avait une organisation bicéphale dans sa gouvernance, avec un président et un directeur général, puis deux actionnaires de la SAS, et un conflit s'est fait jour entre les deux dirigeants, avec des visions différentes sur l'avenir de la société. Et il s'est agi, au travers de la fiducie qui était intégrée dans un protocole plus large, de pacifier un petit peu les rapports donc, entre ces deux personnes pour préparer une levée de fonds qui nécessitait précisément que la société puisse être présentée sous son meilleur jour. Et qui a justifié d'ailleurs que le fiduciaire était choisi par la société, et que le coût de la fiducie était assumé par la société elle-même, qui reconnaissait là, dans la mise en place de cette fiducie, un intérêt social à avoir réalisé cette opération. Autre exemple de fiducie-gestion, tout ce qui concerne la fiducie portage. Fiducie portage qui va donc être une alternative au portage plus classique que l'on connaît. Alors, par exemple, dans les opérations d'acquisition, on peut imaginer que la fiducie va être utilisée lorsque, pour des raisons diverses et variées, les droits sociaux ne peuvent pas être attribués directement à l'acquéreur. Par exemple, dans des cas d'attente d'autorisation spécifiques, tels que les autorisations d'autorité de la concurrence, ou certains cas où on se trouve sous le coup de la législation sur le contrôle des concentrations, et donc la fiducie va permettre un petit peu de pallier ces difficultés. Autre cas d'une fiducie portage éprouvé par la pratique, c'est en matière boursière, puisque la fiducie va permettre de rester en deçà des seuils, en deçà des seuils qui déclenchent, je dirais, l'obligation de présenter des offres publiques d'achat. Donc là, on était sur la fiducie et la gouvernance des sociétés. Toujours en matière de fiducie-gestion, on peut aussi rapidement citer tous les cas de fiducie en matière d'organisation patrimoniale. Alors, on va déjà souligner le fait que la fiducie peut constituer une alternative intéressante à la constitution d'une holding, parce que parfois, on souhaite loger des titres ailleurs que dans une holding, dont le fonctionnement va être plus rigide, qui va nécessiter des coûts, qui nécessite de pouvoir justifier quand même d'un intérêt social propre au fonctionnement d'une holding, qui ne va pas forcément être le cas dans une opération dans laquelle on va envisager une externalisation, je dirais, de la détention de certains droits sociaux. En ce qui concerne aussi, pour cette organisation patrimoniale, en ce qui concerne le dirigeant d'entreprise, la fiducie va se révéler un outil particulièrement efficace sur, alors d'une part, la protection de son patrimoine privé, à supposer que tout ça s'organise bien en amont de quelconque difficulté, mais en tout cas, ça va permettre de sanctuariser le patrimoine privé du dirigeant versus son patrimoine professionnel. Et puis, ça va constituer un outil fort utile dans ce que certains de mes éminents confrères ici présents ont appelé le pacte prévoyance du dirigeant, en anticipant, donc en permettant au dirigeant d'anticiper sur la survenance d'événements tels que le décès ou des cas d'incapacité, et en préparant au mieux, couplé avec d'autres outils, je dirais, notamment de la pratique notariale, tels que le mandat de protection future, permettre donc d'anticiper sur la transmission de l'entreprise.
Et enfin, la fiducie, en termes d'organisation patrimoniale, va également permettre d'organiser la gestion et la protection du patrimoine d'une personne vulnérable. Sachant que les praticiens appellent de leur vœu une évolution justement de la législation de ce point de vue pour élargir justement le scope de la fiducie en ce qui concerne les personnes vulnérables, notamment majeures petites. Voilà, donc on a pu voir très très rapidement et dans le temps imparti que la fiducie gestion va permettre de combiner souplesse et sécurité pour organiser la gouvernance et protéger le patrimoine. Au-delà, enfin, à côté de la fiducie gestion, on a la fiducie sûreté qui, elle, va permettre de sécuriser des obligations et des dettes. Alors, à ce titre-là, on peut citer deux types d'utilisation, je dirais, en matière de fiducie sûreté sur droits sociaux, sachant que j'évince volontairement, parce que sans doute avez-vous déjà une connaissance un peu accrue dans ce domaine-là, toutes les utilisations de la fiducie sûreté en matière de restructuring. Et bon, on ne peut pas ne pas les citer non plus. Je pense par exemple au plage de la fiducie et du privilège de nous mener en matière de conciliation, le financement de la période d'observation qui va être comportée par une fiducie, ou l'organisation de la sortie anticipée d'un plan de continuation via la mise en place d'une fiducie. Et donc, au-delà de ces cas d'utilisation en matière de restructuring, on peut citer la fiducie qui va être utilisée comme garantie d'une garantie de bilan en matière d'acquisition et qui va constituer une alternative intéressante, notamment pour des opérations d'une certaine envergure, à la mise en place d'une garantie d'actifs et passifs, pardon, d'une garantie bancaire à première demande, dont on sait qu'une des principales difficultés, c'est que bien souvent, elle génère la contre-garantie du garant. Donc, la fiducie va faire ce point. Enfin, la fiducie sûreté sur droits sociaux va permettre de sécuriser des opérations portant sur des dettes privées, de sécuriser pardon, la dette privée. Alors, on pense bien sûr à la fiducie et la LBO, puisque la fiducie, dans ce cas-là, va permettre de sécuriser un financement LBO et va présenter d'alternatives intéressantes à la technique de ce qu'on appelle la double LUXCO, notamment lorsqu'on est sur des opérations plus modestes ou qui n'ont pas une dimension transfrontalière, qui ne justifient pas forcément un recours à des sociétés étrangères, luxembourgeoises en l'occurrence. À côté de ces opérations de LBO, on peut citer la fiducie comme un outil de financement de la croissance des entreprises. Et je pense par exemple à un couplage très réussi et très pratiqué dans lequel nous avons plusieurs dossiers de fiducie en tant qu'avocat fiduciaire, qui est le couplage de la fiducie avec les techniques de financement non dilutif de type emprunt obligataire, qui s'est fortement développé ces dernières années, notamment au travers des plateformes de crowdfunding, et qui va permettre d'assurer une garantie solide aux souscripteurs créanciers, tout en évitant à l'actionnariat existant de se trouver dilué. Un troisième et dernier exemple de fiducie sûreté que l'on peut sur droits sociaux que l'on peut citer et que l'on peut relever, alors qui existe beaucoup en matière de sociétés cotées, mais qui est parfaitement transposable sur les sociétés non cotées, c'est ce qu'on appelle la fiducie équitisation. Dans une période où les entreprises se retrouvent, notamment du fait du recours massif au PGE il y a quelques années, donc se retrouvent à devoir, face à ce mur de la dette sur le remboursement de leur PGE, eh bien, la fiducie équitisation va permettre de répondre à ces doubles préoccupations. Côté débiteur, donc, gravir, je dirais, ce mur de la dette sans avoir à mobiliser de trésorerie. Et côté créancier, le souhait exaucé grâce à ce mécanisme d'être remboursé sans pour autant se retrouver nécessairement en situation d'actionnaire de leurs débiteurs.
Alors, sans rentrer trop dans le vif du sujet, on a différents degrés, niveaux, je dirais, de fiducie et equitisation. La plus simple consistant en une conversion préalable par le créancier de sa qui va bénéficier d'obligations convertibles donc en actions et l'apport de ces actions, le transfert de ces actions à un fiduciaire, lequel fiduciaire va avoir pour mission de céder sur les marchés progressivement les actions en question pour désintéresser progressivement les créanciers. Puis on a une deuxième configuration un petit peu plus complexe, je dirais, qui va organiser, je dirais, un transfert par les créanciers directement de leur créance en fiducie. Et le fiduciaire va revendre sa créance à la société, laquelle société va lui octroyer un crédit vendeur. On va fixer certaines échéances de remboursement. Le fiduciaire va disposer de PSA, qui va exercer au fur et à mesure de l'arrivée des échéances de son crédit vendeur. Et donc, petit à petit, comme ça, on va apurer le remboursement du crédit vendeur via cette fiducie équitisation. Voilà. Donc, je crois que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Et voilà, en espérant que tout ça vous aura convaincu de la polyvalence et de la richesse de l'outil en matière d'ingénierie fiduciaire, d'emploi sociaux. Voilà. Effectivement, on voit bien l'intérêt de cette fiducie sur titre et la multiplicité des usages qui est fait avec un panel excessivement large. Mais je me tourne vers monsieur le professeur. Lorsqu'on met cet outil à l'épreuve du feu, est-ce que on rencontre des difficultés? Quel type de difficultés dans une pratique? Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à y participer. Effectivement, sur la question qui m'a été posée, c'est la fiducie face au feu. Le feu est divers, le feu est un peu imprévisible, hein, c'est ce qu'on dit. Quand la guerre commence, on sait quand elle commence, on ne sait pas la suite qu'elle prend. L'actualité en témoigne. Et donc, il est évidemment difficile de déterminer exactement quel est le feu auquel la fiducie pourrait être confrontée. Alors d'abord, bon, évidemment, assurez-vous, je vais quand même imaginer quelques hypothèses, d'ailleurs quelques hypothèses qui ont suscité de la jurisprudence, des applications pratiques. Ce qu'on constate vraisemblablement, c'est que les hypothèses de difficulté, les hypothèses de conflit naissent essentiellement lorsque la fiducie est entre guillemets au bénéfice de plusieurs personnes. Et au regard de ce qui vient d'être dit, ça, semble-t-il, ça permet d'envisager deux hypothèses. La première, qui sera probablement celle sur laquelle je me centrerai, c'est celle de la fiducie sûreté, évidemment. Lorsque la fiducie est à titre de garantie, eh bien, entre guillemets, elle a deux bénéficiaires, si je le prends au sens large. Elle a le créancier, bénéficiaire de la garantie, et puis elle a le constituant, qui pourrait avoir vocation à retrouver sa propriété si tout se passe bien et s'il rembourse son crédit. Première hypothèse dans laquelle, là, on voit bien qu'il y a deux bénéficiaires aux intérêts un peu antinomiques qui peuvent générer des conflits et donc le feu, permettre d'ouvrir le feu. La deuxième hypothèse est celle dans laquelle il y a plusieurs bénéficiaires en apparence avec un intérêt concordant, mais qui ne l'est pas forcément. Je pense ici à la fiducie pour sécuriser des promesses de cession de titres, dans lesquelles il pourrait y avoir, en principe, il y a accord des parties, hein, mais il pourrait y avoir des difficultés. On pense même éventuellement à l'hypothèse qui a été envisagée d'une fiducie, de mise en fiducie de titres indivis pour l'exercice des droits des indivisaires. En principe, il ne devrait pas y avoir de conflit, mais enfin, on peut bien évidemment imaginer qu'il puisse y avoir un conflit entre les bénéficiaires de cette fiducie, bien que ce ne soit pas une fiducie sûreté. Alors, en réfléchissant, il m'est apparu que les difficultés pouvaient naître principalement deux hypothèses. La première pourrait naître de difficultés liées à l'exercice effectif par le fiduciaire de ses droits sur les titres. Est-ce que le fiduciaire ne risque pas de se heurter à une difficulté dans la mise en œuvre de ses droits sur les titres, de son droit de propriété? Et la deuxième, évidemment, vous pourriez dire, c'est l'hypothèse de la procédure collective du constituant. Est-ce que la procédure collective du constituant ne pourrait pas jouer ce rôle perturbateur qu'elle aime tant jouer sur les mécanismes, et notamment les mécanismes de droit civil? Donc, d'abord, la question des difficultés
du conflit qui pourrait naître dans le cadre de l'exercice effectif des prérogatives du fiduciaire. On l'a dit, le fiduciaire est propriétaire des droits sociaux et comme propriétaire, il est actionnaire. Et donc, il devrait exercer les droits d'un actionnaire, a priori, et circuler, il n'y a rien à voir. Et ben, il exerce ses droits, il a envie de décider blanc, il décide blanc, il a envie de décider noir, il décide noir. Oui, mais, en réalité, la difficulté vient du fait que, bien bien que le fiduciaire soit le propriétaire et donc l'actionnaire ou l'associé, en réalité, sa propriété est particulière. Alors, loin de moi l'idée est de contester le droit de propriété. Je suis un farouche partisan du droit de propriété. Le fiduciaire a bien un droit de propriété. Loin de moi l'idée de seriner sur le débat entre, de savoir quelle est la nature de la propriété fiduciaire. Enfin, il en demeure pas moins, qu'on le veuille ou non, que c'est quand même une propriété particulière, parce que c'est une propriété temporaire, et parce que c'est une propriété dont on ne sait pas quel sera le sort. En ce sens que, comme je le disais il y a quelques instants, on ne sait pas encore si le bien va faire retour dans le patrimoine du constituant ou si le bien va aller vers le créancier, voire être vendu, et c'est évidemment l'hypothèse typique, c'est l'hypothèse de la fiducie sûreté. Donc on a un fiduciaire qui est propriétaire, qui est associé, mais qui est associé dans un intérêt au bénéfice de personnes qui peuvent avoir des intérêts fondamentalement différents, et il n'est qu'à penser à la question de la distribution des dividendes. Un créancier bénéficiaire d'une fiducie, il aura tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de dividendes, qu'il y ait des liquidités pour rembourser le crédit, etc. Alors que le constituant, ben, il voudra peut-être qu'on réinvestisse pour que la société soit pérenne et que, à l'avenir, elle puisse générer davantage de profits. Et donc, il y a cette difficulté susceptible d'affecter l'exercice des droits. Oui, c'est un associé, mais enfin, c'est pas un associé comme les autres. D'abord, il n'agit pas nécessairement que dans son intérêt, et en plus, il agit dans l'intérêt de gens qui peuvent avoir des conceptions différentes. Alors, je note tout de suite que euh, la question ne se posera pas, selon moi, dans l'hypothèse d'une fiducie sûreté après réalisation de la fiducie sûreté. Donc, lorsque la fiducie sûreté est réalisée, dans ce cas-là, le fiduciaire, là, il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il doit agir exclusivement dans l'intérêt du bénéficiaire, puisque cette fois-ci, la propriété est définitivement acquise et là, c'est l'article 2372-3 qui le prévoit, il a tout pouvoir pour réaliser éventuellement les actifs dans l'intérêt du bénéficiaire. La difficulté, elle est plutôt en amont, dans cette espèce de période intermédiaire, durant laquelle il va gérer, parce qu'en fait, il y a toujours un aspect un peu gestion dans une fiducie tutelle et une fiducie sûreté, dans cette période intermédiaire durant laquelle il va exercer son droit de propriété dans un double intérêt, celui du constituant et celui du bénéficiaire. Alors, il y a d'abord deux... donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Voilà, un équilibre à trouver pour le fiduciaire dans ses intérêts. Alors, il y a des garde-fous, il y a des mécanismes inhérents à la fiducie qui sont de nature à assurer, à garantir le maintien de cet équilibre. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle le tiers protecteur, prévu par l'article 2017 alinéa 1er, la possibilité, sauf clause contraire, pour le constituant de désigner un tiers protecteur qui sera là pour contrôler un peu l'activité du fiduciaire et pour vérifier que le fiduciaire n'agit pas au détriment de ses intérêts. Et je crois que la pratique écarte assez volontiers la présence du tiers protecteur. Et puis, la deuxième protection qui me paraît importante, c'est le recours à la fiducie à trois personnes. Parce qu'on a ici des spécialistes de la fiducie, on a des avocats fiduciaires qui sont des grands spécialistes de la fiducie et qui interviennent dans des opérations de fiducie à trois personnes. Il n'y a pas forcément des fiducies à trois personnes, il peut y avoir des fiducies à deux personnes, c'est-à-dire que le bénéficiaire peut être fiduciaire. C'est tout à fait possible, le créancier bénéficiaire peut être fiduciaire, mais mon avis, c'est que c'est très difficile pour lui de pouvoir trouver cet équilibre dans la défense des intérêts du constituant et des bénéficiaires. Quand on est le bénéficiaire, c'est difficile d'agir dans l'intérêt du constituant. Il faut être un peu schizophrène. En général, c'est un défaut, bah là, c'est plutôt une qualité. Et donc, voilà, c'est un peu difficile. Et je crois donc, de ce point de vue-là, que le recours à une fiducie à trois personnes avec un tiers fiduciaire, un tiers de confiance qui pourra avoir cette forme de neutralité, est tout à fait intéressant. Au-delà même de cette hypothèse, donc se pose la question de savoir dans quelle mesure le constituant ne pourrait pas interférer sur les pouvoirs du fiduciaire d'exercer ses prérogatives d'associé. Et la question s'est posée, et puisque évidemment elle est réelle, la preuve en est que d'ores et déjà, la difficulté s'est présentée. On est allé jusque devant la Cour de cassation qui a rendu un arrêt du 22 janvier 2025 de la Chambre commerciale,
dans laquelle il y avait une fiducie sur titre, une fiducie sur titre. Le fiduciaire, parce qu'il y avait des cas de défaut potentiels, il n'y avait pas une réalisation de la fiducie, mais des cas de défaut potentiels, le fiduciaire a révoqué les dirigeants en place, sa qualité d'associé, a pris le contrôle effectif de la société et a commencé à réaliser des opérations qui n'ont pas plu au constituant, le constituant estimant que, eh bien, il prenait des décisions qui étaient contraires à l'intérêt de la société, qui mettait en péril l'avenir de la société, alors même, sait-il, à juste titre, que peut-être il allait redevenir associé. Et la voie qui a été utilisée par ce constituant a été de demander la désignation d'un administrateur, saisi le tribunal afin de désigner un administrateur, et bien, il n'a pas obtenu gain de cause parce que la chambre commerciale, après la cour d'appel, la chambre commerciale a estimé que sa demande était irrecevable parce qu'en réalité, ce qu'il voulait, c'était défendre son intérêt de constituant. Or, la désignation d'un administrateur suppose que soit en cause l'intérêt de la société, qu'il n'était pas démontré que ça mettait en cause l'intérêt de la société. Donc, ce que l'on peut comprendre de cette décision, il n'y en a qu'une, et elle traite un problème de manière ponctuelle. Mais ce que l'on croit pouvoir comprendre de cette décision, c'est que d'une part, il y a un respect, une volonté des juridictions de respecter les dispositions du contrat de fiducie. Et là, en l'espèce, c'est ce qui s'était passé. Le fiduciaire, il avait mis en œuvre les dispositions du contrat de fiducie qui lui permettaient de prendre le contrôle et de révoquer les dirigeants, etc., etc. Et donc, il y a un respect par les juridictions de ces dispositions du contrat de fiducie qui fixe les pouvoirs du fiduciaire, comme ça vous a été dit. C'est le premier signe. Je fais dire à l'arrêt peut-être beaucoup, mais enfin, voilà. Et la deuxième chose, c'est que ce qui reste central, et ça ne surprendra pas ceux d'entre vous qui sont des spécialistes de droit des sociétés, ce qui reste central, c'est l'intérêt social. Il faut que le fiduciaire ait vraiment à l'esprit la préservation de l'intérêt social parce qu'il est associé et que de ce point de vue-là, il doit préserver l'intérêt social. Voilà pour le premier point. Je vais essayer d'être rapide sur le deuxième. Je suis désolé d'empiéter un peu sur le temps. Le deuxième difficulté, deuxième feu, alors là, celui-là, il est nourri, hein, tir de barrage, c'est la procédure collective du constituant. Là, dans le cas d'une fiducie sûreté, nul n'ignore que les sûretés sont lessivées par le droit des procédures collectives, alors qu'en est-il de la fiducie? Alors, la fiducie, ben, elle n'est pas si lessivée que ça, bien au contraire. La fiducie tire vraiment bien son épingle du jeu. Et je voudrais d'abord vous faire remarquer, vous le savez sans doute, mais vous le faire remarquer, c'est que la fiducie, elle a un avantage par rapport aux autres sûretés, c'est que le législateur s'est préoccupé de son régime en procédure collective, ce qui n'est pas toujours le cas. En général, il fait les choses d'un côté et de l'autre. Hein. Un côté à la chancellerie, l'autre côté à Bercy. Donc, on fait les procédures collectives à Bercy et le droit des sûretés à la chancellerie, mais on ne se parle pas. Donc là, on s'est préoccupé du régime de la fiducie en procédure collective, c'est déjà remarquable. Et la deuxième chose, c'est qu'on a trouvé un équilibre, finalement pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas réduit à néant l'efficacité de la fiducie, mais on n'a pas non plus réduit à néant l'efficacité de la procédure collective. Donc, il y a un certain équilibre qui se fait entre les droits, les intérêts de la procédure collective et les intérêts de la fiducie. Quel est le principe et puis quelle est la difficulté de la mise en œuvre? Très rapidement. Le principe, il est très simple. Premier principe, préservation du droit de propriété du fiduciaire. La procédure collective ne remet pas en cause la propriété du fiduciaire qui reste propriétaire des biens cédés en fiducie. Premièrement. Deuxièmement, double distinction. La loi institue une double distinction. D'une part, entre d'un côté la sauvegarde et le redressement, et de l'autre la liquidation. Pourquoi cette différence? Parce que dans ce qui dit sauvegarde et redressement dit qu'il y a encore une chance de sauver l'entreprise, qui pourra peut-être payer sa dette, alors que dans la liquidation, c'est mort, elle ne payera pas sa dette, et donc on ouvre les vannes. Distinction, sauvegarde et redressement, liquidation. Deuxième distinction, existence d'une convention dite de mise à disposition ou absence de convention de mise à disposition. Pourquoi? Parce que s'il y a une convention de mise à disposition, ça veut dire que le constituant continue à utiliser la chose. Et donc, s'il utilise la chose, c'est qu'elle est utile à la poursuite de l'activité. Et donc, vous arrivez au résultat. Quand il y a une poursuite d'activité, c'est-à-dire qu'on est en sauvegarde et redressement et qu'il y a une chance de sauver l'entreprise et que le bien est utile à la poursuite de l'activité, on va simplement geler les droits du fiduciaire. On va pas les affecter, on va les geler. Autrement dit, la fiducie ne peut pas être réalisée. Dans toutes les autres hypothèses, la fiducie peut parfaitement être réalisée, soit en l'absence de convention de mise à disposition, soit dans la liquidation judiciaire. Donc on a quelque chose d'assez équilibré. Évidemment, pour le créancier, c'est jamais assez équilibré. Évidemment, pour les organes de la procédure, c'est jamais assez équilibré. Moi, je trouve, sur mon aventin de professeur, je trouve que c'est assez équilibré. Le texte est 622-23-1 du Code de commerce qui fixe ces règles. Alors,
Vous l'aurez compris, la notion pivot, et je terminerai par là, la notion pivot, c'est cette fameuse convention dite de mise à disposition qui va nous faire basculer soit dans une fiducie qu'on peut réaliser en tout état de cause, soit une fiducie qu'on ne peut pas réaliser en cas de sauvegarde des retraites. Alors, ça pose la question de la définition de la convention dite de mise à disposition. J'arrête pas de dire dite de mise à disposition, parce qu'en réalité, aucun texte n'utilise ce terme. Le texte est plus précis, et le texte parle d'une convention en vertu de laquelle le constituant conserve l'usage ou la jouissance du bien. Ce qui pose la question de savoir ce qu'est une convention en vertu de laquelle on garde l'usage et la jouissance. Alors, on a un peu de jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2023, qui a été rendu en matière de fiducie d'immeubles et pas de fiducie de titres. Et la Cour d'appel de Bordeaux a très justement décidé qu'il fallait tout simplement avoir recours aux notions civiles d'usage et de jouissance. Le droit des biens connaît les notions d'usage et de jouissance. Regardez ce qu'il en est en matière d'usufruit. Et donc, la Cour d'appel a très justement dit, ben voilà, l'usage, c'est l'usage au sens du droit civil. La jouissance, c'est la jouissance au sens du droit civil. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit l'usage d'un immeuble s'entend de la possibilité de l'occuper, de l'utiliser pour ses besoins, à l'image du droit conféré à un preneur à bail. Et la jouissance, nous dit la Cour d'appel, de l'immeuble se définit comme le droit d'en percevoir les fruits et d'en disposer. Alors, comment applique-t-on ça à une fiducie sur titre? Et je terminerai vraiment par là. La jouissance, aucune difficulté, c'est très simple. La jouissance, je vous rappelle, Cour d'appel de Bordeaux, c'est le droit d'en percevoir les fruits et d'en disposer. C'est très simple. Le droit, la convention qui donne la jouissance au constituant, c'est la convention par laquelle le constituant récupère les fruits, c'est-à-dire les dividendes, mais non seulement les récupère, mais à la libre disposition, ce qui signifie que si la convention dit que les dividendes sont utilisés pour payer les intérêts, ça n'est pas une convention qui donne la jouissance. C'est ce qui s'était passé dans l'affaire de Bordeaux. Les loyers des immeubles étaient directement affectés au remboursement de l'emprunt. Ça n'est pas une convention de jouissance. Donc pour la jouissance, c'est très simple, c'est très clair. Reste l'usage. Comment utilise-t-on un droit social? Comment utilise-t-on un titre? Eh bien, je pense que là, on a le problème, c'est l'exercice des droits politiques et notamment l'exercice du droit de vote. Et donc, on retombe sur un aspect qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces fiducies qui sont extrêmement nombreuses dans lesquelles, eh bien, certes, c'est le fiduciaire qui vote formellement, c'est lui qui exprime le vote, mais éventuellement, il reçoit ses instructions de la part du constituant. Alors, évidemment, il y a beaucoup de débats sur cette question, des arguments très solides de certains de mes collègues ou de certains de mes confrères sur la question de savoir et pour essayer de défendre l'idée que même si les instructions de vote sont données par le constituant, mais non, c'est pas quand même une convention de mise à disposition parce que il n'est pas le seul à les donner, etc. Bon, je dois vous avouer quand même que je ne mettrai pas ma main au feu que lorsque le constituant conserve même partiellement le pouvoir de décider du vote concrètement, ben on ne finit quand même pas par décider que c'est une convention en vertu de laquelle il a conservé au moins une partie d'usage des titres, ce qui va faire rebondir la question qui est celle de savoir si l'article L622-23.1, qui réserve l'hypothèse d'une convention en vertu de laquelle le constituant a conservé l'usage, s'entend de l'usage exclusif ou pas. Parce que si le texte ne vise que les hypothèses dans lesquelles le constituant a conservé l'usage exclusif, alors dans ce cas-là, il n'y aura jamais de convention de mise à disposition parce qu'il n'y a jamais de convention dans lesquelles toutes les décisions sont prises par le constituant. Voilà. Mais malheureusement, je ne peux pas vous garantir que lorsqu'on a ce type de convention de mise à, enfin de convention de vote, d'instruction de vote, on ne vienne pas nous dire c'est une convention de mise à disposition, auquel cas la mise en œuvre de la fiducie sera paralysée. J'ai parlé trop longtemps et je vous prie de m'en excuser. Non, non, c'était très clair. On comprend bien effectivement que les difficultés qui naissent en fait de ces intérêts divergents et de l'appréhension de ces intérêts divergents, et y compris l'intérêt de la société dans l'arrêt que vous avez cité de 2025. Mais du coup, je me tourne vers Monsieur Tandon de Barsac pour peut-être nous faire un état du règlement des contentieux fiduciaires. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci également aux organisateurs de cette conférence. Oui, vous l'avez compris, il y a finalement assez peu de jurisprudence, et donc peut-être pourriez-vous en tirer la conclusion qu'il y a peu de contentieux.
Mais peu de jurisprudence ne signifie pas qu'il y ait peu de risques de contentieux, et le professeur Hennès a souligné effectivement euh, les foyers possibles de contentieux, et donc je vais pour ma part jouer après les pompiers et vous dire comment éviter ou comment prévenir ou comment éteindre les incendies lorsque le feu prend. Alors, les risques de contentieux, ils se nichent aussi bien dans la question de la validité que celle de l'interprétation, de l'exécution du contrat, voire même dans la rémunération du fiduciaire ou sa responsabilité. Bien sûr, nous sommes ici au tribunal des activités économiques et je concède volontiers que les tribunaux sont particulièrement bien placés pour résoudre ces différends, et nous avons notamment au tribunal des activités économiques l'avantage de la règle de compétence bien définie, de l'indépendance, de coût maîtrisé, que l'on retrouve aussi d'ailleurs devant le tribunal judiciaire. Et à cet égard, citer une décision récente du tribunal judiciaire de Nanterre qui a fait droit à la demande de désignation d'un mandataire à la requête du fiduciaire. Mais il y a néanmoins quelques inconvénients. Et d'abord, la question de la durée de la procédure. La durée de la procédure, qui peut provenir de l'encargement des juridictions, qui peut provenir aussi des tactiques de guérilla judiciaire mises en œuvre par les défendeurs pour multiplier les incidents de procédure, de la technicité elle-même de la matière fiduciaire, et tout cela pose une vraie difficulté, car cette durée de la procédure entraîne un coût, et qui va supporter le coût de la fiducie paralysée. Est-ce que c'est le constituant? Est-ce que c'est le bénéficiaire? Est-ce que c'est le fiduciaire? Bref, euh, ce problème de la durée de la procédure est central, et s'ajoute une autre difficulté, c'est que le jugement qui va être rendu, l'arrêt qui va être rendu, ne règle pas forcément le litige. Il peut régler un aspect seulement du litige. Et on peut se retrouver dans une situation avec des procédures qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme ces poupées russes, à l'infini presque. Alors, il faut donc songer à des solutions alternatives. Il y a, bien sûr, j'en parle rapidement, l'arbitrage, mais il y a toute la panoplie de l'amiable, la conciliation, et il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Et ici même, au tribunal des activités économiques, il y a effectivement des offres de conciliation qui sont faites dans le cadre d'un process très organisé. Il y a aussi devant les audiences de règlement amiable qui sont maintenant opérationnelles. Il y a bien sûr la médiation judiciaire, conventionnelle, euh, arbitrage, ad hoc, institutionnel, et puis le système mixte, hybride, du MEDAR, de l'ARPED, qui combine à la fois la médiation et l'arbitrage. Et évidemment, ces modes alternatifs comme l'arbitrage présentent des avantages que vous connaissez, mais que je vais rappeler rapidement. Il y a justement la maîtrise du temps. Pas d'appel, la possibilité dans le cadre d'une médiation d'homologuer l'accord, ce qui va faire gagner du temps lors de l'exécution en cas de difficulté, la maîtrise des coûts, avec une prévisibilité, la flexibilité. Euh, dans les deux cas, l'amiable est en quelque sorte la chose des parties, et elles vont donc jouer un rôle d'autant plus important pour organiser la mise en place de ce règlement amiable. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une confidentialité, soit voulue par les parties, soit garantie par la loi. Mais il y a aussi des pièges à éviter.
malgré ces avantages que on met en avant, il y a effectivement des difficultés dont il faut être conscient. L'idéal, évidemment, c'est d'insérer dans le contrat de fiducie une clause de règlement des litiges, que ce soit une clause d'arbitrage, que ce soit une clause de médiation puis d'arbitrage, potentiellement conciliation. Mais il faut absolument éviter ce que l'on appelle, ce que les théoriciens de l'arbitrage appellent les clauses pathologiques. Et par conséquent, il faut faire très attention dans la rédaction de ces clauses, faire en sorte qu'elles ne soient pas bancales, même si on distingue, comme vous le savez, les clauses pathologiques curables et les clauses pathologiques incurables. Il est évidemment préférable de rédiger soigneusement la clause et bien sûr de prévoir la médiation de l'arbitrage, de prévoir si possible le renvoi à un règlement et de ne pas désigner, comme si on fait l'inventaire des clauses pathologiques, on voit parfois désigner des institutions qui n'existent pas. Bref, donc attention à la rédaction de ces clauses et faire en sorte qu'elles puissent être mises en œuvre. Et puis, autre point d'attention, autre piège à éviter, c'est le périmètre de la clause. Cette fois-ci, la clause est valable, il n'y a pas de difficulté, mais elle ne va s'appliquer que sur certains points. Par exemple, elle va concerner, les rédacteurs n'auront prévu que des difficultés survenant dans l'exécution de la clause. Mais on laisse de côté la question de la validité. Dire quand même, de sourire, mais la jurisprudence fourmille d'exemples. Je pense notamment à la règle qu'on appelle 211, fourmille d'exemples dans lesquels, eh bien, malheureusement, la clause ne pourra être mise en œuvre que partiellement et échouera à permettre aux parties de régler l'ensemble des différends. Ce périmètre aussi de la clause peut concerner, en matière d'arbitrage par exemple, c'est distingue le périmètre rationné personnel, les personnes qui sont concernées, du périmètre rationné matériel, la matière elle-même. Donc, là encore, bien penser à inclure l'ensemble des parties concernées. Enfin, oh, oui, oui, l'autre piège, je le mentionnais à propos tout à l'heure de l'arbitrage, mais au fond, il est aussi possible de l'étendre à d'autres modes alternatifs, mais il faut vraiment prendre en considération la nécessité de trouver une solution globale et d'éviter la résolution partielle du litige. Et comme cela a été souligné tout à l'heure, la fiducie est au carrefour de plusieurs droits, droit des sociétés, droit des procédures collectives, droit financier, droit des contrats. Et donc, on peut éteindre le foyer d'un incendie dans l'entre des contrats, et malheureusement, eh bien, le feu peut reprendre sur un autre aspect du droit des sociétés, et les foyers incendiaires peuvent se multiplier, et donc, il est nécessaire, lorsque l'on s'attache à la question de régler un différend issu de la fiducie, un différend fiduciaire, eh bien, de prendre en considération l'ensemble des foyers possibles de contentieux, de sorte que l'on puisse ensuite les éteindre efficacement. Et pour ce faire, eh bien, les modes de règlement amiable restent un outil particulièrement puissant, puisqu'ils sont censés permettre d'aboutir à un accord qui va mettre un terme définitif au litige. Voilà pourquoi
la FIDU avait déjà, dans une matinale, à l'issue d'une matinale consacrée à la fiducie et le contentieux, proposé d'insérer dans les contrats de fiducie des clauses, oui, des clauses de médarde ou des clauses d'Armed, c'est-à-dire des clauses alliant à la fois la médiation et l'arbitrage ou l'arbitrage et la médiation, de sorte que les contentieux fiduciaires puissent être anticipés et réglés avec efficacité. Donc, Je vous remercie pour l'ensemble de ces propos qui sont éclairants qui nous ont permis de balayer un panorama assez large finalement de cette fiducie sur titre et un outil, on le comprend, qui aura tendance à se développer avec évidemment le développement du contentieux, des difficultés qui ont été évoquées, mais d'ores et déjà des solutions alternatives qui permettent d'appréhender le règlement de ces potentiels contentieux. Est-ce que il y a des questions pour nos intervenants sur les différents sujets qui ont été validés? Ok. Alors, il y a des questions de la salle virtuelle, mais s'il y a des questions de la salle réelle, on peut commencer par celle-ci. Et, une question qui peut intéresser les praticiens, qui m'a été posée en qualité de commissaire en compte il y a un certain temps. Est-ce que la mise en fiducie de titre de filiale peut permettre, sous certaines conditions, d'échapper à la consolidation des comptes? C'est presque une question de commissaire aux comptes plus les sur les fiduciaires. Mais en fait, on est dans les entités ad hoc. On est dans les entités ad hoc quand on est en fiducie. Donc, à mon avis, on ne peut pas échapper à la consolidation des sociétés dont les titres ont été transférés à un fiduciaire. Et dans les annexes que vous mettez sur les comptes consolidés, vous devez justifier la créance de restitution qui existe au profit du constituant par l'indication que ce sont des titres qui ont été transférés et qu'il y a toujours un contrôle sur ces titres, notamment pour les droits de vote, par exemple. À partir du moment où il y a un contrôle, on est forcément consolidé. C'est très rare. On l'a tout à l'heure, Marielle l'a indiqué, pour des sociétés cotées, lorsque vous ne voulez pas être en offre publique d'achat, vous transférez une partie des titres et là, vous n'avez plus de contrôle sur ce titre-là. Mais c'est excessivement rare. Alors, non pas une question, mais un commentaire. En qualité de vice-président de cette juridiction, je ne peux qu'appuyer les propos au sujet de l'amiable, parce que c'est très spécifiquement le type de situation dans lequel l'amiable peut aboutir à un résultat satisfaisant, parce que c'est très complexe. Les gens, en général, ont envie de rester dans une relation ultérieure, que ce soit une relation, des différents cas, hein, évidemment le créancier, mais dans les cas de famille dont on a parlé au début. Bon, alors ça veut dire tout de même, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un changement d'état d'esprit des conseils. Là, je parle du contentieux, évidemment, parce que au départ, les conseils sont là quand même pour faire gagner leurs clients. Et là, il faut réussir à les accompagner dans une solution qui va être une solution préférable pour tout le monde et qui sera beaucoup plus simple à exécuter d'ailleurs et beaucoup moins de frustration. Donc, ça change le rôle tout de même du conseil. Mais ça serait tous les cas d'amiable, pas uniquement dans la fiducie. Et on voit que ça se développe bien, nous, ici. Alors, le recours à l'amiable, alors chez nous, on distingue pas trop l'ARA de la conciliation, puisque ce n'est qu'une modalité du fait que le juge conciliateur est encore en activité ou pas. Sinon, le reste, c'est la même chose. On a une quarantaine de juges conciliateurs qui travaillent avec le tribunal ici, et pour moitié d'anciens juges qui atteignent la limite d'âge et continuent donc à faire ce travail de conciliation, conciliateur de justice agréé par la Cour d'appel, l'autre moitié des juges encore en activité, et dans ces cas-là, ils rentrent dans le cadre de l'ARA. Alors, on faisait de l'ARA sans le dire depuis très longtemps. J'allais dire, le législateur nous facilite la tâche maintenant, puisque ce que l'on fait, qui était, je ne sais pas comment on dit, c'était parallégame, où on avance dans la loi. Maintenant, ça rentre dedans, mais ça ne change rien.
Alors nous, on a beaucoup on envoie en conciliation dès le début, je dirais, dès le placement des affaires. Alors, on le fait assez systématiquement, hein. On a 9000 affaires nouvelles au fond par an et on a plus de 1000 affaires qui vont en conciliation par an, hein, tout de même, donc ça devient assez significatif, avec un succès variable, on va dire. Mais plus on avance dans la mise en état de, de la procédure, plus le succès des conciliations ou médiations est grand, parce que justement, les gens ont une certaine maturité, s'aperçoivent que la solution ne sera ni blanche ni noire, ça sera pas si simple, ça prendra beaucoup de temps et ça sera pas évident à mettre en œuvre. Et là, il y a tout d'un coup une ouverture et la conciliation en général est beaucoup plus efficace. Mais donc, effectivement, c'est typiquement le genre de situation euh, tout à fait favorable à la conciliation. On ne peut, encore une fois, qu'appuyer cette dynamique. Monsieur le vice-président, le message, une nouvelle fois, la favorisation des recours aux mesures alternatives amiables est bien passé. Est-ce que vous le relayez? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, question de la salle virtuelle sur la problématique de responsabilité et effectivement de ce transfert de propriété qui n'emporte pas le transfert de toute la responsabilité. Donc, moi, je n'assume pas la responsabilité de la question, j'ai essayé de la résumer. Est-ce que la responsabilité illimitée du constituant qui est maintenue ne devrait pas conduire à une reconnaissance du maintien de la qualité d'associé? Voilà la première question. La deuxième question, qui est en lien avec la première, c'est en toute hypothèse, existe-t-il un recours pour le constituant contre le fiduciaire du fait de la responsabilité qu'il encourt lui-même, donc il continue à encourir? Et troisième question, plus technique et peut-être plus facile à traiter, le transfert temporaire de propriété n'est-il pas un obstacle à l'acquisition de droits de vote multiples liés à la détention des titres? Alors, sur la première question, qui veut? Est-ce qu'on est associé parce qu'on est responsable? C'est une vraie question. Euh, la Cour de cassation, et je pense qu'on pourrait effectivement, a une vision très très restrictive de la qualité d'associé, puisque je rappelle par exemple que le juge fruitier n'est pas du tout un associé aux yeux de la Cour de cassation. Donc je crains que la responsabilité qui perdure sur la tête du constituant ne suffise pas à considérer que ce soit un associé. Après, même si on le considérait, il faudrait savoir quels sont les droits qu'il pourrait exercer au sein de la société. Je ne suis pas sûr qu'il aurait le droit à beaucoup de droits, puisque le droit de vote a été transféré et le droit aux dividendes, même s'il est retransféré, passe forcément par le fiduciaire. Donc je ne crois pas qu'on puisse avoir ce point. Quant au recours contre le fiduciaire, c'est la responsabilité civile professionnelle, hein. On est assuré par, enfin, on est garanti par une assurance. On prend une responsabilité civile professionnelle. Si on a prouvé une faute et qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice, oui, il y aura forcément mise en cause de la responsabilité. Alors, quant au droit de vote multiple, c'est une vraie question. Les textes ne sont pas si clairs que ça, mais je pense qu'à partir du moment où il y a un transfert de pleine propriété au profit du fiduciaire, on va perdre le droit de vote multiple, comme on va perdre le droit au dividende majoré. On ne le retrouvera quand on restituera les titres aux constituants que après le délai de carence suffisant. La question pourrait être un petit peu différente si on transférait en fait de l'usufruit euh, à un fiduciaire, puisque c'est la qualité d'associé qui va compter. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'usufruitier n'étant pas un associé et que le nu propriétaire reste associé, on pourrait continuer à faire prévaloir le droit de vote multiple et le droit au dividende majoré, au vu des textes actuels. Et là, moi, je me permets de rebondir sur votre réponse. Est-ce qu'on ne pourrait pas aménager les statuts pour permettre de créer un lien entre la constitution de la fiducie et puis son dénouement? On considérait que c'est la détention toujours de la même personne, surtout si la propriété revient au constituant. Alors, je suis tout à fait d'accord sur des sociétés dont les titres ne seraient pas admis sur un marché réglementé, puisque modifier les statuts sur ce plan-là, alors qu'on renvoie directement à la loi, est un peu plus compliqué, mais tout à fait d'accord pour, d'ailleurs, c'est fait souvent, on revisite les statuts pour savoir s'ils sont adaptés au cas de détention par un fiduciaire.
Je me permets d'intervenir. Il faut faire attention au bidouillage parce que si vous remettez en cause le transfert de propriété, si vous dites il y a un transfert de propriété, mais celui qui acquiert la propriété n'a aucune des prérogatives d'un propriétaire, euh, ça va risque de poser un problème. Au-delà même de la convention de mise à disposition. Alors, on est même au-delà de la convention de mise à disposition. Y a-t-il encore un transfert de propriété si, en réalité, il y a pas tous les effets d'un transfert de propriété? Poser un problème, notamment dans la perspective d'une procédure collective ou de la réalisation même de la fiducie. Quant à la responsabilité, je me permets de redire, oui, je pense que on est tout à fait, on peut tout à fait se retourner contre le fiduciaire, effectivement, s'il a commis des fautes dans l'exercice de sa mission. Il a évidemment une mission pour laquelle il peut exercer des fautes, enfin, pour laquelle il peut accomplir des fautes. Il y a d'autres questions? Oui. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur la question des conventions de mise à disposition. Est-ce qu'on pourrait considérer que dans un cas de figure où l'intégralité des droits de vote sont exercés par le fiduciaire sur consigne du bénéficiaire, dès la mise en place du contrat de fiducie, que ce soit les décisions extraordinaires, mais aussi les décisions ordinaires, devraient continuer à s'analyser comme une convention dite de mise à disposition? C'est la première partie de la question. Et la seconde partie, si on en vient à ce type de configuration, quels seraient les risques pour le créancier en termes de responsabilité, éventuellement d'immixtion dans la gestion, etc. Merci beaucoup. Je sais pas si la question s'adresse spécifiquement à moi, mais je réponds quand même. Euh, vous imaginez une hypothèse dans laquelle c'est exactement l'inverse de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que l'intégralité donc le constituant n'a plus aucune instruction à donner, mais il y a quand même un fiduciaire qui n'a aucune liberté parce que cette fois-ci, il est tributaire de ce que lui dit le bénéficiaire. C'est votre hypothèse. Alors, il y aurait évidemment pas de convention de mise à disposition. Là, ça fait absolument aucun doute. Donc là, il y a pas de difficulté. L'immixtion dans la gestion, oui. Alors, en fait, c'est là qu'on tombe sur mon schizophrène. C'est-à-dire que je pense que le rôle du fiduciaire, c'est pour ça que c'est pas si évident que ça d'être fiduciaire. Le rôle du fiduciaire serait le cas échéant, de s'opposer, mais ça devient compliqué, hein, mais de s'opposer aux instructions du créancier bénéficiaire s'il devait apparaître que c'est soit contraire aux intérêts du constituant, radicalement contraire aux intérêts du constituant. Pas, il aurait été mieux pour lui qu'on décide pas ça. C'est pas ça. Moi, je parle de quelque chose qui est radicalement contraire aux intérêts du constituant. Là, il serait pris en étau. Il pourrait pas, il pourrait pas dire, et je donne effet aux instructions qui m'ont été données, alors qu'elles sont radicalement en opposition avec les intérêts du constituant. Pour moi, il y a un équilibre à trouver. Et j'avais une deuxième idée, mais qui vient de m'échapper. D'autre part, si c'était contraire à l'intérêt social. Et là, il y aurait la limite de la contrariété à l'intérêt social. Donc, en fait, ça n'est pas non plus une bonne solution. Ça n'est pas une bonne solution. Et ça fait écho à ce que je disais encore une fois tout à l'heure sur l'hypothèse d'une fiducie à deux personnes, qui est tout à fait possible. Hein, loin de moi l'idée que ça ne soit pas possible. Mais dans une hypothèse de fiducie sur titre, la fiducie à deux personnes, c'est-à-dire avec un bénéficiaire qui est fiduciaire, c'est quand même très compliqué parce que il faut qu'il puisse se contraindre en se disant, mais est-ce que vraiment je peux décider ça? J'aimerais beaucoup décider ça parce que ça serait vraiment beaucoup dans mon intérêt de décider ça, mais en même temps, ça va gravement porter atteinte aux intérêts du constituant. Il faut que je me bride et que je ne décide pas ça. Ou alors, c'est pas dans l'intérêt de la société. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et donc, je pense que la figure dans laquelle on serait complètement lié aux instructions du créancier pourrait poser des difficultés. Pas en soi. C'est pas la convention elle-même qui pose un problème, c'est la mise en œuvre de la convention que vous envisagez qui me paraîtrait de nature à poser des difficultés. Le fiduciaire, quand il est un tiers, doit avoir une indépendance par rapport aux intérêts des parties. Il n'agit pas. C'est vrai que souvent les contrats le disent, c'est vrai que les contrats que je vois souvent le disent, mais à mon avis, c'est à tort. Le fiduciaire n'agit pas dans l'intérêt exclusif du fiduciaire. C'est pas vrai, c'est pas ce que dit de la fiducie, et c'est pas ce que disent les textes. Preuve en est un certain nombre de dispositions dans lesquelles on voit très clairement ressortir cette idée que la propriété est certes acquise au fiduciaire, mais qu'il agit dans l'intérêt de deux parties. Je me permets, pour compléter votre propos, cher professeur, pour dire que
effectivement, pour ne pas tomber dans cet écueil de la responsabilité du fiduciaire et le fiduciaire, on a tendance à dire et on aime en tant que fiduciaire que les choses soient très clairement exposées dans le contrat. Et c'est précisément tout le jeu de l'ingénierie fiduciaire et contractuelle que de prévoir ces situations-là et de réduire la responsabilité du fiduciaire. Là, je parle souvent, bien sûr, du fiduciaire, mais à à son strict minimum, en excluant précisément et autant que faire se peut toute l'attitude d'appréciation sur les décisions sociales à prendre, justement pour pas qu'on puisse venir reprocher aux fiduciaires d'avoir voté dans un sens qui était contraire à l'intérêt social. Et précisément, lorsqu'on se retrouve notamment en matière de fiducie-sûreté, on a des contrats où on institue des recommandations de vote ou des instructions de vote d'abord de la part du constituant, puis éventuellement un droit de veto ou dans une situation où on est dans une période de sûreté, des instructions de la part du créancier. On essaye en tout cas d'exclure toute appréciation de l'intérêt social dans la façon dont le fiduciaire va exercer son droit de vote, précisément pour atténuer ce risque de responsabilité qui est effectivement très présent en matière de fiducie sur droits sociaux. Je crois qu'on a une question de ce côté également. Bien. Merci beaucoup. J'avais une petite question sur la procédure collective et la fiducie. Vous avez parlé un petit peu plus tôt du fait qu'une convention de mise à disposition pouvait tenir en échec la fiducie. Je vois un autre cas dans lequel la fiducie pourrait être mise en échec. C'est le cas notamment lorsque la société qui est débitrice, et donc dont les titres ont été placés en fiducie, ouvre une procédure collective et désigne un administrateur judiciaire qui, en vertu de sa mission, peut potentiellement faire échec de par sa mission de représentation à la réalisation de la fiducie. Et je voulais savoir si vous, en tant qu'avocat fiduciaire, alors je m'adresse évidemment à tout le monde, vous avez anticipé cette problématique et comment? Voilà. Peut-être envisagez-vous notamment l'hypothèse où on viendrait équiper de la nullité d'une fiducie, où l'administrateur pourrait équiper de la nullité d'une opération fiduciaire pour rapatrier, je dirais, les actifs dans le patrimoine de son administré. Bon, ça peut être un cas, mais qui est résolu par le Code de commerce lui-même, notamment, enfin, en tout cas en matière de fiducie-sûreté, où il est clairement indiqué que la mise en place d'une opération de fiducie-sûreté échappe à l'unité des périodes suspectes dès lors elle est concomitante à une opération de financement. Donc oui, on peut imaginer certains cas, mais voilà, de ce point de vue-là, en tout cas, le législateur a d'ores et déjà posé la limite de l'exercice. Alors, pour préciser peut-être ma question, c'était pas forcément sur la nullité en elle-même de la convention, c'était plus sur l'exécution, c'est-à-dire que le débiteur est en défaut, il faut qu'on réalise la fiducie. Le problème étant que la société qui est en procédure collective désormais a un administrateur. Donc, on a beau changer la gérance, et le fiduciaire a beau changer la gérance pour pouvoir, je sais pas, réaliser l'actif immobilier par exemple. Mais en réalité, étant donné qu'il y a une procédure collective, un administrateur va devoir co-signer tous les actes en vertu de sa mission de représentation et donc va faire blocage en fait à toute la réalisation de ses actifs. Est-ce que Ça, malheureusement, je crois on ne peut rien contre ça parce que les événements malheureux qui affectent la société dont les titres sont cédés en fiducie, bah, le fiduciaire subit les effets de cette procédure collective comme n'importe quel associé. Et donc, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Euh, c'est, c'est pas de bol si j'ai une fiducie qui porte sur des titres d'une société qui se trouve en procédure collective, bah, je me retrouve associé d'une société en procédure collective, il n'y a plus de rôle dans la vie. Donc voilà, mais malheureusement, je vois pas ce que le contrat de fiducie. Alors là, l'impérativité du droit des procédures collectives fera obstacle à l'efficacité de n'importe quelle stipulation sur cette question. Là, je pense que effectivement. Et moi, je parlais plutôt effectivement mais c'est vrai que c'est une hypothèse, vous avez raison, mais je parlais plutôt d'un conflit
qui naîtrait en raison de la situation de l'une des parties à l'opération de fiducie, c'est-à-dire constituant ou bénéficiaire. Mais c'est vrai que cette hypothèse-là, oui. Si vous voulez, tout ce qui affecte l'actif, c'est vrai des titres, c'est vrai de n'importe quoi, hein. Vous avez un stock, vous avez n'importe quel bien qui se trouve, dont la valeur se trouve affectée, bah, forcément, la fiducie est affectée aussi. Il y a beaucoup d'autres questions dans la salle virtuelle, mais je pense qu'on n'a plus le temps matériel pour y répondre. En revanche, chacun des auditeurs sait l'identité, l'adresse et l'ensemble des références de nos intervenants auprès desquels je les invite à se rapprocher pour avoir réponse à leurs questions toutes plus pertinentes les unes que les autres. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Antoine. Je propose de poursuivre les échanges pour du verre de l'amitié, peut-être en vous rappelant quand même les prochaines échéances de notre association, puisque le 50e colloque de Deauville, le 27 et 28 mars, dont le thème est 10 ans après la réforme droits et obligations, quels apports pour le droit des affaires, sous la direction scientifique du professeur Stoffelmunk. Si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, vous avez encore la chance de pouvoir nous rejoindre 27 et 28 mars, c'est dans quelques jours maintenant. Il y aura également un voyage d'études à Riga du 8 au 11 mai, et là encore, vous avez de la chance, il reste des places si vous deviez être intéressé pour nous rejoindre. Et enfin, on aura une conférence de rentrée le 21 septembre dont le thème est encore à la discussion. Avant de vous libérer, je voudrais remercier une nouvelle fois le tribunal des activités économiques en la personne de son président et de son vice-président qui étaient là ce soir pour leur accueil. Je voudrais m'excuser auprès du président de la FIDU que j'ai complètement omis, excusez-moi, c'est le président novice, de remercier Bruno Berger-Perrin qui a participé effectivement à la construction et remercier l'ensemble de nos intervenants pour tous ces propos qui étaient très clairs et vous remercier de nous avoir rejoints ce soir. Voilà, je vous invite à passer à la salle des pas perdus à côté. Merci beaucoup.